faire partie des stresseurs sociodémographiques ou des ressources. Ce qu'on appelle les stresseurs situationnels, c'est par exemple le fait d'avoir un enfant avec des besoins spécifiques, un enfant malade, ou vous-même avoir une maladie qui vous complique la vie dans votre vie de parent. Eh bien, nos études, elles ont montré que ces stresseurs-là, ils pèsent en réalité moins lourd dans la balance que les autres, que je vais vous commenter maintenant. Et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi tout à l'heure je vous disais, avoir un enfant à besoin spécifique, ça augmente un tout petit peu en fait le risque, parce que ces stresseurs-là, en gros, ils ont moins de poids que les stresseurs dont on va parler maintenant. Et de nouveau, c'est une super nouvelle, parce que les stresseurs sociodémographiques et situationnels, on ne peut rien y faire. On ne peut pas les changer. Tandis que les autres, dont on va parler maintenant, on peut travailler dessus, et tant mieux que ce soit ceux-là qui pèsent le plus du coup dans la balance, parce que ça nous donne les moyens de prévenir et d'intervenir. Donc les autres stresseurs, c'est quoi? C'est d'abord des stresseurs personnels ou des ressources. Alors, les stresseurs personnels, c'est quoi? C'est par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un de perfectionniste? Le perfectionnisme, c'est un stresseur majeur. Quand on est perfectionniste, on s'ajoute du stress parce qu'on ne sait rien laisser au hasard. On va tout compliquer en réalité, parce qu'on va vouloir tout faire bien. Que ces enfants soient parfaitement habillés, qu'ils soient dans la meilleure école, qu'ils réussissent super bien, qu'ils aient plein d'activités extrascolaires, qu'ils aient des repas bio, enfin je sais pas, je peux encore en rajouter. Voilà. Donc vous n'allez jamais rien laisser au hasard. Et en plus, ce perfectionnisme, il va vous empêcher d'aller chercher des ressources. Parce que quand on est perfectionniste, on est persuadé que c'est moins bien fait quand c'est les autres qui font. Et on ne va pas prendre ce risque. Donc vous avez plein de gens autour de vous susceptibles de vous aider, mais surtout, vous allez bien vous garder de leur demander et vous allez faire vous-même. Okay? Donc le perfectionnisme, c'est potentiellement un gros facteur de stress. Dans les stresseurs personnels, vous avez aussi par exemple vos compétences émotionnelles. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, de manière générale, gère plus ou moins bien les situations de stress, ou bien est-ce que vous perdez rapidement vos moyens? On pourrait mettre aussi dans cette famille de stresseurs votre histoire personnelle avec vos propres parents. Dans quelle mesure ça a été compliqué et dans quelle mesure vous vous dites moi, mes parents sont des modèles, je vois bien comment, voilà, ça facilite les choses, mais parfois on a aussi une histoire plus compliquée avec des traumas dans l'enfance, etc. Et l'envie de ne pas reproduire un certain nombre de choses que les parents ont fait avec soi, ça demande de l'énergie. D'accord? Donc c'est tout ce qui va venir alourdir en fait votre parentalité. Les stresseurs qui sont liés à la relation avec l'enfant, c'est plutôt des stresseurs éducatifs. Quel type de relation vous installez avec vos enfants et est-ce que ça génère ou pas du stress? Petit exemple pour que vous compreniez. L'éducation inconsistante. Imaginez, vous êtes un parent qui, quand l'enfant demande quelque chose, vous dites non, mais si l'enfant insiste un peu, au bout de la 10e fois, peut-être que ce non, finalement, pourrait devenir un oui. Les enfants sont fabuleux dans leur capacité d'apprendre quelles sont vos limites, plus ou moins fluctuantes. Et donc, imaginez que vous avez 3 enfants qui font 10 demandes par jour, qui les répètent 10 fois pour être sûr que ce non ne va pas devenir un oui. Ça vous fait 300 demandes sur la journée. Donc, on a parfois, dans nos interactions avec les enfants, des choses qui vont générer du stress. Et puis, on a tous les stresseurs familiaux. Les stresseurs familiaux, c'est par exemple, est-ce qu'avec votre coparent, est-ce que dans la coparentalité, vous êtes aligné sur les valeurs à faire respecter, le partage des tâches, etc. etc. Okay, donc la coparentalité, ça peut être à la fois un stresseur ou une ressource. Et donc chaque burn-out a son histoire, parce que même si on a tous notre petite balance, ce qui va être présent dans la mienne ou dans la vôtre est différent, la quantité, le poids, etc. Mais ce qui va compter, c'est que finalement, ceux qui vont tomber en burn-out, c'est ceux qui n'auront pas assez de ressources pour faire face au stress qui est présent. Au-delà de ces mécanismes individuels, vous vous souvenez que tout à l'heure, quand je vous ai montré la map, je vous ai dit que les pays occidentaux sont quand même vachement plus touchés que les autres. Ça nous éveille à l'idée qu'il y a peut-être, au-delà de ces facteurs individuels, quelque chose qui est lié à la culture, c'est-à-dire l'idée que selon la culture dans laquelle on élève ses enfants, on a plus ou moins de risques aussi d'aller s'épuiser. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas seulement lié à notre fonctionnement personnel, mais qui est aussi lié au fonctionnement de la société. Alors quand on parle de culture, on parle de beaucoup de choses. La culture, c'est un ensemble de choses, c'est peut-être très abstrait,
Dans la culture, en tout cas, on a des aspects qui sont sociodémographiques, économiques et sociologiques. Donc, dans les aspects sociodémographiques, c'est est-ce que je vis dans une société où le nombre d'enfants moyens par famille est élevé ou pas élevé? Est-ce que je vis dans une société où il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans les soins ou l'éducation? Vous savez bien, par exemple, que dans nos pays, le modèle de la famille, c'est au mieux papa-maman, souvent quand même des familles monoparentales, c'est quand même une configuration différente d'un pays comme, je ne sais pas, le Vietnam, où ils ont des familles multigénérationnelles normales, où il y a au moins 6 adultes qui habitent en général sous le même toit. C'est évidemment des configurations familiales différentes. Quel est le niveau d'éducation moyen? Quel est l'âge des parents moyens? En Afrique, on peut avoir des enfants très jeunes. Chez nous, c'est pas, enfin, l'âge recule de plus en plus, on les a beaucoup plus tard, et ce n'est pas sans implication. Les facteurs économiques, c'est est-ce que je vis dans un pays avec un produit intérieur brut élevé, où on a des revenus élevés ou pas. Et puis surtout, c'est des facteurs sociologiques, c'est toutes les valeurs qui sont présentes dans la société où on vit. Alors, il y en a que vous connaissez, d'autres peut-être moins. Ce n'est pas important qu'on les passe toutes en revue, mais je vous montre tout ça parce qu'en réalité, dans notre grande étude là, sur les 42 pays, on avait des milliers et des milliers de parents du monde qui étaient impliqués. On a rentré tous ces facteurs et on s'est dit qu'est-ce qui explique la différence entre les différentes cultures et les différents pays? Eh bien, de tous ces facteurs sociodémographiques, économiques et sociologiques, ce qui explique la différence entre les pays, c'est l'individualisme. Donc l'individualisme, c'est cette valeur qui est présente, qui fait que ce qui compte, c'est l'individu avant le groupe et la communauté. D'accord? Ce qui est différent des sociétés plus collectivistes où, à l'inverse, c'est d'abord la collectivité et ensuite l'individu. D'accord? Alors, ça, c'est une observation. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que élever son enfant dans une culture individualiste fait que les parents sont plus à risque de développer des symptômes de burn-out parental? Alors, c'est complexe, mais il y a au moins 3 raisons que je pourrais vous livrer et qui nous permettent de mieux comprendre, nous en tant que professionnels, quel rôle on peut jouer et à quoi on doit être attentif. Quand on vit dans une société individualiste, une des premières conséquences, c'est que on vous apprend depuis que vous êtes tout petit que pour être quelqu'un de bien, il faut commencer par vous débrouiller par vous-même. Et nous élevons nos enfants comme ça, bien sûr. Depuis le début, quand ils vont en crèche, à l'école, etc., on va mettre les crochets à leur hauteur parce que s'ils savent pendre leur manteau tout seuls, c'est mieux. Okay? On va faire des petites toilettes, des petits robinets, etc., pour qu'ils se débrouillent tout seuls, en fait. Donc, dans toutes les niches de développement, à travers le développement depuis qu'ils sont tout petits, en fait, on les amène à se débrouiller tout seuls, à être autonomes, à faire preuve d'indépendance. Et donc, forcément, quand on est parent, on ne se dit pas, c'est normal de dire que je ne m'en sors pas et de demander de l'aide à tout le monde. Non, on va forcément être dans cette optique de se dire, si je veux qu'on me considère comme un bon parent, comme une bonne mère, un bon père, il faut quand même que je me débrouille un peu tout seul. Et donc, en fait, on est, en anglais, on parle de self-reliance. On aime bien de compter juste sur soi, en fait, et pas trop sur les autres. On a l'impression de déranger, que ça ne se fait pas, que c'est un aveu de faiblesse, en fait, aller chercher de l'aide. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on s'occupe un peu tous tout seul de ces problèmes de parents et on ne dit pas trop à l'extérieur qu'on ne s'en sort pas, qu'on a besoin d'aide, etc. Donc en fait, on s'isole dans notre rôle parental. Et donc ça, en termes de partage des tâches, alors qu'en plus on vit dans une société quand même qui met le paquet sur les responsabilités parentales, etc., en plus il faut porter ça tout seul. Deuxième mécanisme, c'est que dans les sociétés individualistes, on a le culte de la perfection. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement on doit faire tout seul, mais en plus on doit faire parfaitement. On doit atteindre des niveaux d'exigence qui sont très élevés. Et c'est vrai dans tous les rôles sociaux. C'est vrai au travail, c'est vrai en tant que parent, mais c'est vrai aussi, par exemple, dans des activités supposées être des activités de loisirs. Ok ? Faites faire du foot à vos enfants, vous préférez qu'ils soient le meilleur du groupe, qu'assis sur le banc. On ne fait pas juste pour s'amuser, on fait pour être bon. C'est-à-dire les gens qui courent,
Voilà, moi je fais beaucoup de jogging, mais dans la commune où j'habite, il y a des groupes là qui sont purement des groupes de plaisir, quoi. Si vous dites pas, je veux pas qu'à la saison suivante tu m'inscrives d'office dans le groupe supérieur, vous montez les échelons. En fait, on va pas vous laisser dans le 0,5 km, quoi. Si vous avez couru 0,5, vous avez votre brevet de 5, on va d'office vous inscrire au 5-10. Ok, et c'est pas dans la routine de se dire, en fait, moi je suis très contente de courir que 5, en fait. Voilà. On veut performer. Et dans le domaine de la parentalité, c'est vrai. Et donc, du coup, comme on est, Emmanuel le disait, dans une société en plus qui vante des standards sur la parentalité qui sont quand même bien élevés, en fait, qu'est-ce que ça crée? Ce qu'on appelle des écarts entre les soi. En anglais, on dit des self-discrepancies. C'est l'idée qu'en fait, on a l'image du parent que je suis et l'image du parent que je devrais être. Et en fait, cet écart entre les deux, c'est épuisant parce que je passe ma vie à essayer de combler cet écart, mais comme en fait on me vend des standards qui sont inatteignables, eh ben, je passe ma vie à courir derrière. Okay, et donc, je ne suis jamais satisfait de moi, j'ai jamais l'impression que j'en ai fait assez pour mes enfants, que j'ai dit tout ce qu'il fallait, que j'ai fait tout ce qu'il fallait, et donc on est dans une course effrénée à la parentalité parfaite. Autre mécanisme dont je voulais vous parler, c'est qu'en tant que parent, quel que soit l'endroit où on élève ses enfants dans le monde, une de nos missions, c'est de transmettre les valeurs prioritaires du groupe social dans lequel l'enfant doit s'intégrer. Eh bien, dans nos sociétés individualistes, il y a une chose fondamentale qu'on doit inculquer à nos enfants, c'est défends tes opinions. C'est-à-dire qu'en fait, ne fais pas parce que quelqu'un te dit de faire. Si tu n'es pas d'accord, tu fais valoir ton avis. Et dès qu'ils sont tout petits, dans les écoles et ailleurs, etc., on crée des petits comités où les enfants font presque de la politique à donner leur avis sur toutes sortes de trucs, on les fait voter, on fait de la participation, etc. On fait ça depuis toujours, depuis qu'ils sont tout petits, le choix de l'enfant, donner son avis, etc., etc. Sauf qu'en fait, on se tire une balle dans le pied, parce que dites-leur « mets ton écharpe », ils vont dire « non ». Et vous passez votre vie à vous justifier de pourquoi il doit mettre son écharpe ou ses chaussures, parce que vous développez de l'assertivité, l'enfant il l'utilise, y compris quand vous interagissez avec lui. Pourquoi vous pourriez lui imposer quelque chose alors que vous lui apprenez qu'on ne peut rien lui imposer, au fait? Et donc, c'est dur d'élever des enfants assertifs, individualistes, en fait, qui sont centrés sur leurs besoins et leur vision du monde. Donc oui, c'est compliqué, bien plus que dans des pays comme le Vietnam, qui cultivent des valeurs comme la filial piety, qui veut dire en fait que c'est le respect inconditionnel de l'aîné. Quelqu'un de plus âgé te dit de faire un truc, si tu n'es pas content, d'abord tu te tais, mais surtout tu le fais. Okay, alors, je ne dis pas que c'est mieux, je dis juste que c'est moins fatigant. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui est bien ou pas bien, je cherche à comprendre pourquoi on s'épuise. Hein. D'accord, c'est pas une, je ne moralise pas ce qu'on est en train de vivre, je dis juste que ce sont des mécanismes à travers lesquels on s'épuise. Et donc, on peut certainement dire que dans nos cultures occidentales, les parents sont quand même un tout petit peu sous pression, et cette pression, notamment aux standards de la parentalité parfaite, etc., sont largement communiqués à travers des tas de canaux qui ne peuvent échapper qui peuvent pas échapper en fait aux parents parce qu'on est bombardé partout où vous alliez, dans les couloirs d'écoles, d'hôpitaux, sur les tables de consultation chez les pédiatres et ailleurs, à la télé sous forme de spots, et sur les réseaux sociaux, et dans les librairies, et dans les bibliothèques, et partout en fait. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour traiter, prévenir, accompagner le burn-out parental? D'abord, je voudrais commencer par vous dire que ça, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des proches, c'est l'affaire des professionnels, et c'est l'affaire de toute la société, on l'aura compris. La première chose que des parents qui expriment du burn-out, des regrets, de la souffrance dans le rôle parental, la première chose dont ils ont besoin, c'est de quelqu'un qui accueille et qui laisse dire la souffrance sans jugement. Parce qu'en fait, on se l'est dit tout à l'heure, dire qu'on n'en peut plus de ses enfants, c'est horrible, c'est affreusement compliqué. Et donc, qu'un parent qui arrive à déposer ça, il a juste besoin d'une écoute attentive et de quelqu'un en face qui ne va pas juger en fait, l'état dans lequel il se trouve. Et ça, c'est la toute première porte d'entrée de la prévention, de l'aide, de l'accompagnement. Et ce n'est pas évident à trouver. Voilà. Donc, pour beaucoup de parents, accueillir, écouter, laisser dire la souffrance, qui qu'on soit parmi les proches de cette personne ou qu'on fasse partie des professionnels de première ligne, et certainement quand on est un soignant, on doit bien sûr avoir cette posture en fait, d'écoute et d'accueil inconditionnel.
c'est une manière d'accueillir cette honte, cette culpabilité, cette solitude dans laquelle sont plongés ces parents. Et puis seulement après, quand on a accueilli la parole, en fait la clé, c'est pour ça que je veux que vous gardiez cette image, c'est que la clé, toujours la clé pour n'importe quel parent, ça va être rééquilibrer la balance. Et c'est très chouette d'avoir cette image, vous pouvez l'employer avec les parents, parce que